Oui, donc, mon cher Tony, de toi Mon ferons des cher précautions Daniel, oratoires. Ton enseignement on ressent qu'il y a quelque chose de très fort derrière, si ce n'est extraordinaire, etc. Mais quand on l'écoute, on a l'impression que tu assènes un catéchisme, il y a un côté péremptoire chez toi, un peu comme un clergyman qui affirme des vérités, etc. Mais bon, c'est normal, là tu nous proposes une synthèse, ouais, etc. c'est vrai Donc aussi. c'est vrai que ça ne peut être que compact, ou alors à moins de passer un mois chez toi. Mais justement, derrière cette façade, qui peut être indispensable, utile, mais euh, quel est ton cheminement qui t'a permis d'arriver à ça, en Ces quelque sorte? conclusions, Quel est ton cheminement finalement? T'es parti de quoi? Quand? Pour t'amener à cette vision de la chimie et de la vie? une souffrance. Une souffrance euh, indéfinissable qui, je pense, est à l'intérieur de chacun de nous. Les grandes questions, d'où je viens, qui je suis, où je vais, etc. Mais bon, vécu intérieurement, c'est puissant quand même. Euh, bon, alors on va parler un petit peu de choses personnelles. J'ai toujours été un peu malheureux euh, de ce que je suis en fait. J'ai le souvenir là maintenant que ma mère vient de décéder il y a 2 mois. Euh, Ma mère tout le long de sa vie, enfin tout le long souvent, elle disait ça, mais déjà quand j'étais petit, elle disait mais je ne comprends pas ce que je suis venu faire. Non, comment elle disait je ne savais pas qu'on devait mourir. Alors évidemment, le simple kidam va dire mais c'est normal de mourir. Ah bon? C'est normal de mourir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui n'a pas envie de mourir? Donc si nous l'avons, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui n'est pas mortel, tout simplement. Sauf qu'on se retrouve dans un habillage spatio-temporel qui nous montre clairement qu'on va mourir. Bon, pour moi c'est la question fondamentale et je pense, maintenant avec mes 70 ans, si je me tourne vers mon adolescence, il y avait déjà ça. C'est évident, où je me disais, mais pourquoi on doit mourir? Alors autant le faire tout de suite. Une forme d'alchimie suicidaire. Je me flingue, comme ça c'est réglé, je suis déjà mort. Voilà, heureusement que je n'ai pas fait. Mais ça veut dire aussi qu'il fallait voir la mort sur un plan intérieur. Et c'est ça la morale chimique, c'est vivre le présent. C'est-à-dire, à chaque instant ça meurt, donc à chaque instant il y a une renaissance. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Et je pense que ce questionnement insoluble, eh bien, fait que ça m'a guidé à des recherches. Comme beaucoup de personnes qui écoutent là en ce moment, eh bien, nous sommes des chercheurs parce qu'il y a une impulsion euh, profonde en nous qui nous pousse à chercher une explication, une solution à ce problème insoluble. Bon, alors voilà. Je suis d'origine italienne, né à Padoue en Italie. Très très jeune, donc à 1 an et demi, 2 ans, nous avons immigré en Belgique. Mon père était mineur dans les mines de charbon du côté de Châtelineau, Charleroi, et le Pays Noir. Et j'ai vécu là jusqu'à 21 ans avec beaucoup de questions, j'écrivais des poèmes, des choses comme ça. J'ai relu il n'y a pas très longtemps une phrase que j'écrivais, c'était vite au nouveau sang. Il fallait changer le sang. Je me demande pourquoi à 16 ans j'écrivais des choses pareilles. Enfin bref, un malheur intérieur. Et à 21 ans, j'en pouvais plus de la Belgique parce que j'avais une certaine vision très polluée, je dirais, en tout cas dans la région où j'étais. J'avais envie des montagnes. Bon, je suis allé en Suisse pendant 6 mois. Et puis ma passion étant le karaté, parce qu'il y avait une violence intérieure très forte, une horreur de la bagarre. Et bien donc pour le karaté, que j'avais commencé en Belgique, que je ne trouvais pas à Zurich, et bien en Suisse, donc je suis allé sur Paris où j'ai suivi des cours avec Maître Cazé. Et j'ai même été champion de France de karaté dans une fédération, FFK, qui démarrait en parallèle d'une autre grande fédération où il y avait des grands champions aussi. Voilà, dans cette petite fédération, en 1970, au mois d'avril, à Limoges, j'ai été champion de France. Voilà, bon. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a valorisé. Et je dois dire, c'était à peu près, enfin à cette époque-là, avec les arts martiaux, j'avais commencé avec le judo en Belgique, avec notamment un professeur qui s'appelait Monsieur Jean-Marie Falise,
et il y avait aussi son fils, Jean-Pierre. C'est la première fois où j'ai eu une valorisation personnelle. J'ai ressenti que j'avais une certaine valeur grâce au judo, grâce à Monsieur Falise, que je remercie profondément. C'était un astronome, un grand champion d'haltérophilie, un grand champion de judo des années 50. Bref, ça m'a aidé. Donc je suis allé à Paris et j'ai vécu là-bas 4-5 ans, le temps de me blesser, de me fracasser une épaule, et puis j'ai quitté, je suis arrivé en Haute-Savoie. Et c'est là où la première fois j'ai entendu parler du mot ésotérisme, que je confondais avec érotisme. Ceci dit, c'est peut-être pas très loin. Et là j'ai commencé des recherches au niveau de la Rose-Croix, et à partir de la Rose-Croix, notamment la Rose-Croix d'Or, eh bien j'ai fait des recherches dans ce groupe jusqu'à en être exclu, et ils ont bien fait de m'en exclure. Et j'ai appris plein de choses sur ce qu'on pourrait qualifier de gnose de groupe. Et de fil en aiguille, donc j'ai pu m'approcher de certains auteurs, notamment Jacob Böhm, notamment Nisargadatta, d'autres aussi, un petit peu Paracels, mais pas vraiment. C'était plutôt l'aspect mystique de la chrétienté qui m'intéressait, et aussi l'aspect mystique des voies orientales. Ça rejoignait un petit peu la démarche japonaise avec le karaté. Bon. Là-dessus, il y a aussi toute une réforme alimentaire. Moi, le végétarisme m'aide beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il m'est arrivé de temps en temps de manger du saucisson. Donc j'ai rien contre, hein. Chacun fait comme il le ressent. Vous avez des végétariens absolument pénibles et pas des crudivoristes, des carnassiers, on va dire, qui sont comme ça. Par exemple, Nisargadatta mangeait de la viande, alors que Krishnamurti était pratiquement végétarien. Voilà, les enseignements ne passent pas forcément que par la nourriture. Et puis, c'est chacun qui doit décider pour lui-même. Bref, j'en ai été exclu de cette école de la Rose-Croix d'Or et je les remercie. J'ai été les remercier, les responsables, de m'avoir accepté dans cette école, et j'ai été les remercier aussi de m'avoir sorti. J'aurais été incapable de sortir de moi-même. Ceci dit, j'ai créé les conditions d'être sorti de là. Je me suis passionné pour la structure de Khéops, la Grande Pyramide, où là j'ai vu tout un processus complet, avec une clé pour y entrer, symbolisée par le Sphinx. Et là, ça m'a énormément aidé. Tu as écrit un livre, non? Tu n'as pas écrit un livre Oui, tout à fait. Mon premier livre, c'était Sphinx, Grande Pyramide, l'alchimie intérieure, qui est épuisé en ce moment, mais on va rééditer bientôt. Et voilà, là, ça m'a structuré ésotériquement parlant. Donc, en quittant cette école, j'ai eu la chance absolument inouïe d'avoir une enfant trisomique 21, ma petite Juliette. Donc, il y a ma vie avant, qui est un puzzle d'éparpillé, et ma vie après une plongée comme ça, avec la maman de Juliette, c'est-à-dire ma femme de cette époque-là, Michel. Ça m'a permis de passer à un éclatement d'images, une spéculation, on pourrait dire comme ça, à quelque chose d'extrêmement cohérent. Une image est apparue. Et c'est grâce à ma petite Juliette, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce que ça pouvait être un chaos alchimique. Je me souviens que c'est une époque où je lisais beaucoup Nisargadatta. Et il y avait une espèce d'effondrement intérieur, d'insoluble intérieur, enfin je l'appelle comme ça après, à tenir compte. Et j'ai trouvé la confirmation dans ce qu'on appelle le caput mortuum de l'alchimie. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce que pouvaient être les insolubles. Bon, le processus alchimique, dans un premier temps, passe par les lectures de Jacob Böhm, où il est question d'alchimie, mais d'une alchimie spirituelle, mais intense, mystique, sincère, profonde. Pour moi, c'est une figure extrêmement fondamentale, Jacob Böhm. Et voilà. Donc petit à petit, j'ai commencé à glaner des éléments qui venaient se greffer sur un ressenti intérieur. Par la suite, donc, je me suis retrouvé, on va dire, extérieurement isolé, mais alors rempli intérieurement d'une force incroyable, et dont le vecteur était quand même ma petite Juliette. Il ne faut pas sous-estimer ma vie de famille. Il y a eu des hauts et des bas dans le couple, bien évidemment. Voilà, ça fait partie de l'expérience personnelle. Mais tout ça m'a amené petit à petit, chaque fois, des insolubles que je devais accepter. Je n'avais pas le choix. Et
à un moment donné, donc, j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la spagyrie. Ça correspond exactement à la venue de Juliette, où là j'ai vu la possibilité de mettre en application les lois de l'alchimie, mais de manière concrète. Donc c'est ainsi que j'ai créé, bon, j'avais des magasins bio, là, des magasins diététiques. J'ai été le premier, c'est mon ego qui va parler, et puis j'en ai pas honte, le premier en Europe à créer le premier supermarché bio. C'était dans les années 89-90 à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Ça s'appelait Biolément, 300 mètres carrés ou 350 je crois de produits bio. J'étais le premier et voilà. Mais dans la même année, j'ai tout abandonné, j'ai tout arrêté et j'ai créé avec Michel et les enfants le laboratoire Elixalp. Et donc pendant des années, eh bien, on a eu la chance de pouvoir vivre de cela d'ailleurs, mais en travaillant beaucoup et en étant sérieux dans ce qu'on fait. Et donc, à travers les expériences de la spagyrie végétale, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à retrouver les principes alchimiques. Et j'ai vu que c'était en cohésion. J'avais aussi, et je l'ai toujours, une connaissance en alchimie opérative avec un ami. Voilà, un ami qui est dans le Vaucluse, je ne sais pas si tu le connais. Et donc, cet ami, lui est vraiment déterminé et passionné par vraiment l'alchimie, la tradition alchimique, carrément vérifier le bien fondé de cette alchimie, mais jusque dans l'aspect matériel, palpable, au-delà des discours. Donc ça m'a fait du bien, ça me fait du bien. C'est pas Max Laforge des fois? Comment? C'est pas Max Laforge? Oui, mais il a aussi un nom, Michael Tchoum, qui est un pseudonyme. Hein. Ah. Je crois qu'il en a d'autres aussi. Bon, c'est pas une personne qu'on rencontre facilement. En tout cas, il ne cherche aucun lien. Enfin bon, si vraiment tu es intéressé, tu m'en parles et puis je peux lui demander s'il est d'accord de te rencontrer. Alors, toujours est-il qu'à un moment donné, eh bien, il a été question de voir en réalité ces processus. Et chaque fois qu'on a fait des stages avec cet ami, eh bien, chaque fois, il y avait une connotation, je dirais, spirituelle, gnostique, philosophique dans ces opérations. Et c'est extraordinaire parce que la rencontre de l'aspect, on va dire, laboratoire et de l'aspect philosophique oratoire, ça donne des choses merveilleuses. L'oratoire, c'est l'aspect au-delà. Laboratoire, c'est l'aspect ici-bas. Mais entre les deux, il y a un trouble intérieur qui marie à la fois le laboratoire et l'oratoire. Donc voilà, il y a eu toute une connotation alchimique authentique, vérifiable, palpable, visuelle. Quand on voit des matières grises, etc., et qu'à un moment donné on voit des rubis en sortir, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et alors est-ce que il y a eu des essais de transmutation, tout ça? On ne peut pas dire que ça n'est pas réussi, mais on ne peut pas dire que ça a marché. Il y a quand même des éléments très troublants et qui nous encouragent à continuer cette belle investigation. Donc voilà, là-dessus, il y a eu un intérêt pour toutes ces choses, évidemment. Et puis, voilà, petit à petit, sont venus se greffer d'autres approches, comme notamment un choc que j'ai reçu quand j'ai pris conscience sur la grande place de Bruxelles, en buvant une bière avec des amis. Je me suis dit, mais cette place, il y a quelque chose. Et c'est une amie, Chantal Leloup, qui je lui en ai parlé, et puis elle est allée au syndicat d'initiative chercher un plan, une photocopie. Et sur ce plan, c'était une erreur, mais ça fait rien. Il y avait 33 numéros. Et moi, tout de suite, je me suis dit, les 33 vertèbres. Donc tout de suite, je me suis dit, cette grande place, c'est un déroulé vertébral, un ouroboros, un serpent qui se mord la queue. Je suis parti là-dessus. Après, évidemment, je suis allé beaucoup plus loin, et je me suis rendu compte qu'il y avait une structure absolument extraordinaire au niveau de l'alchimie. Ça m'a énormément aidé à préciser certaines choses, à les développer, parce que là, il y a tellement de maisons qu'il fallait, pour chaque maison, faire correspondre une étape du processus pratique alchimique. Et c'est à partir de là que j'ai pu mieux comprendre les grottes cathares, c'est-à-dire la grotte des Églises, la grotte de l'Ermite et la grotte de Bethléem, les trois œuvres, à partir du PCI, principe chaotique inoubliable, qui est la fontaine, qui est le fondement, c'est-à-dire le PCI, c'est-à-dire la grotte de Fontanet.
Et voilà, on retrouve le même processus qu'on peut retrouver aussi avec la ruche de l'abeille, qu'on peut retrouver avec la sphinx et la grande pyramide de Khéops. Voilà, tout ça, c'est une seule et même cohésion. Voilà, donc je suis passé par ces différentes choses, Mais apparemment sans... ça s'est manifesté par des livres. Tu as édité des livres, tes Voilà, propres livres voilà. d'ailleurs. Mes livres sont tout simplement des textes que j'ai écrits pour moi, on va dire comme ça, mais je suis très très fier, très heureux. Vous savez, écrire un livre, dire voilà, j'ai écrit un livre, c'est super quand même. Hein. Moi, quand j'ai édité mon premier livre, j'étais très fier de moi. C'est l'ego, pas l'ego, je m'en fiche complètement, ça me fait plaisir. Et personne n'a rien compris, c'était un livre, il a fallu 15 ans pour les vendre. Et bon, maintenant il est épuisé. Après, il y a eu d'autres livres et qui sont chaque fois des moments de mes recherches où j'aime bien, moi j'obéis une loi hermétique qui est tout recevoir, tout donner et ainsi tout renouveler. C'est dans la libération de ce qu'on connaît qu'on peut se libérer justement. Donc toutes les rétentions d'informations, toutes les coupables divulgations comme on entend des fois, pour moi c'est une erreur parce que vous avez des personnes qui gardent des secrets toute leur vie, sous prétexte que vous n'êtes pas prêt. Et puis quand ils arrivent à la fin de leur vie, ce sont les premiers à tout faire pour balancer tout ce qu'ils ont pour pouvoir être suffisamment légers pour passer le voile de la mort. Et donc ils sont les premiers, alors qu'ils étaient les derniers à informer, ils sont les premiers à tout donner, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Alors plutôt que d'attendre le moment du décès, je préfère prendre conscience qu'à chaque instant on meurt, donc à chaque instant je donne. Il ne s'agit pas de donner des recettes, là c'est au niveau professionnel, au niveau du labo, il y a des personnes qui aimeraient que je leur enseigne ceci, cela, ça c'est au niveau commercial, et là je donne, non. Par contre au niveau philosophique tout est donné, et puis indirectement tout est donné en vérité. Hein. Donc il y a ces divers livres qui marquent des étapes du cheminement. Alors là où j'en suis maintenant, eh bien c'est tout un ensemble de choses qui ont été intégrées, méditées, certaines choses ont été gardées, d'autres non. Et voilà, il y a comme tout un solvay coagula de toutes sortes de notions. Pour le moment j'en suis là. En ce moment ce qui me semble important c'est l'acceptation de nos insolubles, c'est comprendre que l'au-delà n'est pas libérateur, que l'être véritable est issu d'un microcosme qui englobe l'au-delà et l'ici-bas. Voilà, ce sont des notions fondamentales qui vont nous aider à pratiquer une alchimie de laboratoire et une alchimie spirituelle, donc un laboratoire et un oratoire, qui auront une connotation gnostique. Et au niveau livre, tu as des projets en ce moment? Absolument. Donc le premier, bon déjà c'est une réédition de l'interprétation alchimique du Yiking et du Tarot. C'est un livre pour la pratique des thérapeutes essentiellement, où il y a des verbalisations pour chaque hexagramme et chacun des 6 traits de chaque hexagramme. Donc il y a pas mal de verbalisations. Voilà, ça c'est une chose, bon ça va être assez facile à éditer. J'ai juste à voir avec un ami qui est graphiste à ce niveau-là. Le prochain ça va être... sur la Grande Place de Bruxelles, il est écrit. J'ai juste à rassembler encore quelques schémas et des photos, des figures, parce que j'aimerais que ce soit un beau livre en couleur. Donc ça va se faire, il n'y a pas de souci. Et dans la foulée, il y aura un livre, bon là c'est un gros pavé, ou alors je vais le faire en 2 tomes, je ne sais pas, sur l'alchimie gnostique individuelle. Et là, il y a tout un travail par rapport à la physique, de ce que j'ai pu comprendre, par rapport au moment d'avant la première seconde de l'univers, où on voit les 3 brisures de symétrie, donc depuis 10-43 secondes à la première seconde, tout y est inclus. Et enfin, il y aura aussi un autre livre sur les grottes cathares, voilà, donc Bruxelles, les grottes cathares, mais aussi sur l'alchimie gnostique individuelle. Donc ça fait quand même 5-6 ans que j'ai rien édité, voire plus, mais ça ne m'a pas empêché d'écrire, d'expérimenter, etc. Et j'aimerais offrir cela. Voilà, après chacun puise ce qu'il veut là-dedans. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Honnêtement, ce n'est pas mon problème. Bon ben merci Tony de nous avoir livré un petit peu ton itinéraire personnel, ta vie privée, etc. Un petit peu. Maintenant... 3 femmes, 7 enfants. Voilà, donc... c'est du concret ça. Et j'en suis fier. Acceptation totale de ce qui a été vécu.
Voilà. Maintenant, au niveau de l'enseignement, comme je disais, ma première question, c'est dense, très dense. Tu donnes tout, effectivement, tout ce que tu sais, enfin tout ce qui te paraît Tout à fait. Oui. important, qui est bon à ton cœur. Mais il y a un côté un peu compact qui fait qu'on a l'impression d'assister parfois à un catéchisme gnostique un petit peu, parfois un ton péremptoire d'affirmation. Enfin, c'est amical, je dis ça de manière amicale, bien T'as sûr. intérêt. Donc, mais qu'as-tu à répondre à ça? Oui, ben écoute, je confirme, parce que les quelques visionnages de ce qui a été filmé, quand je m'entends parler, je n'aime pas. Et c'est vrai qu'il y a un côté, comme tu dis, clergyman, donneur de leçons, Curé. curé, merci, alors que j'y vais sur la... Bon, enfin bref, c'est vrai. C'est vrai, et moi-même je me pose la question, pourquoi je suis aussi catégorique? Encore une fois, est-ce Ah, que ça provient d'une souffrance intérieure? c'est ta vérité intérieure que tu non, Aussi, t'es pas aussi. dans le doute. Ah, moi je suis pas dans le doute, non. Donc Alors ça je va parle d'un fort. doute sacré, mais étant accepté, je ne doute pas. Oui, Curieusement, c'est paradoxal. Le doute sacré me permet de ne pas douter. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le doute n'est plus un doute? Parce qu'il est accepté. Point barre. Si je m'accepte dans mon incarnation, eh ben, je ne suis pas dépendant de l'incarnation. bah alors as-tu la vérité? Bien sûr, Ah bon, mon ami. Alors, je fais des initiations de vérité. Non, bon, enfin, bref. Non, je suis un chercheur-trouveur, comme beaucoup. Pendant longtemps, on est des chercheurs. Ensuite, on trouve. Mais en trouvant, on redevient chercheur. Donc, l'état idéal, c'est un mélange des deux, à mon avis. Accepter d'être l'élève, accepter d'être le maître. En fait, ce sont deux illusions. Le maître, c'est l'au-delà, l'élève, c'est l'ici-bas. Mais il y a un tiers absent, un troisième aspect. Alors, cet aspect un peu affirmatif, je pense qu'il repose malgré tout à travers l'expérience qui a été vécue, étant inconsciemment conscient de l'échéance, le décès, la mort, l'arrêt. Donc j'ai pas envie non plus de rester dans un doute factice, puisque je n'ai pas le doute. Pas pour tout, mais en tout cas de ce qui m'entoure, de ce que je vis, de ce que j'ai reçu. oui, c'est un vécu. Il y a un C'est un vécu. vécu authentique. Voilà. Qui Si je doute de ce vécu, je le renie. Je ne doute pas de mon vécu. Je l'accepte totalement. Il y a des moments où j'étais infect, certainement, enfin bon, et des moments où j'ai dû être quelqu'un de chouette. Eh bien, pour moi, les deux aspects sont dans l'acceptation totale, puisque c'est ce que je suis aujourd'hui, le résultat de toutes ces pérégrinations. Donc, ne serait-ce que par respect de mon incarnation, de ma vie, de ce que je peux aussi projeter, spéculer, ne serait-ce que par respect de moi-même, eh bien, il n'y a pas de doute. Mais je suis conscient qu'il y a une faille intérieure, un doute sacré, terrible. Honnêtement, moi, au moment où je vais sentir la mort venir, je pense que j'aurai peur. Et je serai un banal être humain, comme j'en ai vu certains avant de mourir, ma mère, etc., mon père, bon, et d'autres personnes. Eh bien, j'aurai, mais je ne peux pas faire autrement. Donc il y a cette acceptation de ce doute à ce niveau-là, mais l'acceptation du doute me donne quand même une certaine certitude. Une certitude certaine même. Et donc voilà, alors ça transparaît par rapport à ces notions d'alchimie, d'ésotérisme, de gnosticisme, d'anthroposophie, enfin là où j'ai été glané dans mes recherches, où je sentais que là je pouvais avoir des réponses à ma souffrance intérieure, eh bien tout ça mis bout à bout, ça m'a constitué, et donc c'est sur ce support-là que je me permets d'être aussi affirmatif. tout en étant dans un amour pour la transmission, pour l'enseignement. Et je pense que ça va ensemble. C'est-à-dire que je ne pourrais pas être dans une certitude et la garder pour moi. C'est-à-dire que j'aurais fait la moitié du processus. Et l'autre moitié, ce serait un bouchonnement. Je bouchonne. Un vin qui est bouché, il est infect. Donc, toute la connaissance, si je dois la garder, pour moi, c'est infect. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner. Comment dire?
il y a à la fois des secrets à garder et des secrets à dire tout de suite. Après, moi ce que j'ai remarqué, les secrets à ne pas donner, eh bien, c'est même pas vous qui le décidez, c'est la personne qui est en face qui crée les conditions pour ne pas les recevoir. Et là c'est intéressant parce que du coup, vous n'êtes pas responsable de ne pas avoir donné, puisque c'est l'autre qui ne veut pas. Et dans les discussions, on le voit tout de suite, où c'est pas possible. Par contre, une personne qui est prête, avec quelques mots, vous lui avez tout donné. Alors, quel est ton petit secret pour faire de l'or? Ah, c'est des questions que j'adore. Quel est mon petit secret pour faire de l'or? Tu vas nous le donner quand même. Tout dépend de quel or on parle. Si c'est un or extérieur, ça va aider mon aspect psychique. Si c'est un or spirituel, ça va aider mon aspect physique. Mais pour moi, ces deux ors se confondent en un seul, qui peut avoir un aspect spirituel ou un aspect matériel, mais c'est celui-là, ce troisième aspect qui me semble primordial, parce que c'est avec lui que je vais pouvoir traverser le voile de la mort. Bon, ben on s'en contentera.